Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Jacquemier, secrétaire général du club des Girondins de Bordeaux, Football Club des Girondins de Bordeaux, qui s'engage avec le programme Cœur Girondin, 4 piliers santé, jeunesse, inclusion, citoyenneté. Notre débat, il va porter sur la mode circulaire. Comment sortir de ce modèle produire, consommer, jeter? Pourquoi le Black Friday, les marques de fast fashion, de mode jetable marchent toujours autant? Quelles sont les alternatives? Réponse tout à l'heure. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez ClickDive qui collecte et valorise les déchets de la pêche. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Thomas Jacquemier, bienvenue. Vous êtes donc le secrétaire général du Football Club des Girondins de Bordeaux, club cher à mon cœur. Voilà, mes premières émotions de fan de foot, c'était à Bordeaux, ça ne nous rajeunit pas, époque Tigana Giresse au Parc Lescure. D'ailleurs, on va commencer par 2-3 questions de sport. Vous en êtes où sportivement ? Alors, notre équipe première, elle est actuellement seconde du championnat. Ouais. En Ligue 2, c'est ça ? En Ligue 2, oui, parce qu'après notre relégation sportive et une séquence, on va dire, de maintien administratif qui nous a emmenés quand même pendant tout l'été, ouais. On a quand même pu s'appuyer sur les jeunes avec un grand plaisir, une grande surprise. Ils ont été formidables. Et puis, le sportif a réussi à intégrer un certain nombre de recrues, qui a solidifié et continué la bonne mayonnaise de cette équipe, ouais. Qui finalement, a maintenu une performance correcte. Et puis, chez les filles, on a malgré 11 départs de joueurs expérimentés, on a quand même fait un bon début de saison avec beaucoup de jeunes du centre de formation et on est très fiers de leur parcours également. Ouais. Est-ce que quand on est relégué bon, c'est un choc pour les supporters évidemment, mais est-ce que c'est aussi l'occasion de remettre un peu les compteurs à zéro, de se poser des questions et les bonnes questions ? C'est sûr que de toute façon, avec la baisse des revenus qu'on a en Ligue 2, on n'a pas le choix. En fait, on est comme une entreprise normale, il a fallu se redimensionner. Ça a été tout l'objet de la séquence estivale administrative, c'est qu'il fallait être capable d'absorber un budget dans lequel vous avez d'un coup une perte de revenus hyper conséquente, notamment en droit télé. Et oui, ça a poussé le club, bien sûr, à se réorganiser, à se réformer. Et de toute façon, c'était nécessaire, puisqu'il y avait de toute façon déjà en Ligue 1 un problème pour le club régulièrement de modèle. Donc là, moi, c'est mon job au quotidien aussi avec les équipes de restructurer le club à la dimension aujourd'hui des revenus de Ligue 2. Ouais. Et puis donc il y a cet engagement sociétal, ce programme Cœur Girondin. C'est quoi ? Présentez-nous le programme, peut-être en général, on rentrera un peu dans le détail après. Bien sûr. Cœur Girondin, c'est le nom qu'on a trouvé pour le programme d'engagement du club. En fait, c'est parti d'une prise de conscience cet été, justement, avec cette séquence que je venais de décrire, qu'on avait une grande responsabilité vis-à-vis des supporters et de la communauté qui nous ont beaucoup soutenus. En fait, le club a toujours été, les Girondins de Bordeaux ont toujours été un club engagé. C'est une facette du club qui est assez méconnue. Et voilà, on a voulu corriger ça et on a voulu surtout, en fait, on a réalisé que ça nous donnait une grande responsabilité vis-à-vis de cette communauté. Et donc, on a voulu, à travers un programme beaucoup plus structuré, continuer à tisser ce lien très fort qu'on a avec la communauté. Et qu'est-ce qu'on fait globalement, pour le résumer, avant de rentrer dans le détail de ce qu'on y fait, c'est que nous, on vient surtout soutenir des associations qui s'occupent des enfants malades, qui s'occupent des jeunes issus des zones de quartiers défavorisés, qui sont aussi toutes les personnes qui sont en situation de difficulté ou de fragilité et qui sont éloignées de l'emploi. Vous avez à vos côtés l'UNMI, l'assureur mutualiste, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Qui participe au financement, qui... Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on structure notre programme, parce que les entreprises justement viennent nous aider à tout simplement augmenter le nombre d'opérations qu'on fait et puis du coup toucher le plus large public possible. Nous, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient collecter des dons et on vient surtout donner du temps de nos joueurs et nos joueuses qui, de façon très spontanée, donnent de leur temps pour aller justement nous aider sur le terrain, puis on ouvre notre centre d'entraînement et notre stade. Ouais, alors je le disais en titre, il y a 4 grands piliers: la santé, l'inclusion sociale, l'environnement et puis les questions de citoyenneté, solidarité. Je commence par la santé. Là aussi, donc ça passe par des associations, c'est ça ? Exactement. Vous soutenez, par exemple, les personnels soignants, les enfants hospitalisés. C'est quoi les choix que vous avez faits ? En fait, là, on fait 2 choses principalement. D'abord, on va au chevet des enfants malades avec les joueurs et les joueuses. Ouais. On a aussi, c'est une petite spécificité, un robot de téléprésence au stade qui permet aux enfants qui sont dans des chambres isolées dans les hôpitaux de participer au match avec nous en live, pouvoir interroger les joueurs. En fait, il déplace et il pilote le robot depuis sa chambre d'hôpital. Donc ça, c'est... Ça veut dire que
l'enfant qui est dans son hôpital, il peut presque, avec le robot, être dans les vestiaires et poser une question au joueur, limite. On va éviter d'avoir un 12e joueur, ça nous disqualifierait, mais c'est un peu l'idée. Et comme ça, il peut interagir aussi avec les personnes. C'est pas juste une caméra. Il peut aussi parler. Donc souvent, les joueurs et les joueuses jouent le jeu et lui parlent. Et ce qu'on fait aussi, donc en dehors de beaucoup de visites dans les hôpitaux, ce qu'on fait, c'est qu'on vient soutenir des associations comme Octobre Rose qui luttent contre le cancer du sein. On participe aux opérations de collecte du sang avec l'EFS. En fait, on vient multiplier les opérations et puis on crée nous-mêmes des opérations parce que c'est ce qui change un petit peu avec ce programme, c'est qu'on va créer une foulée solidaire au Hayan, c'est-à-dire en fait une course dans laquelle, pour payer son dossard, finalement on va récupérer de l'argent pour donner à la lutte contre le cancer, créer un village santé au sein du Hayan et puis faire venir un maximum de monde à cette course, notamment des personnalités et des sportifs bien naturellement. Oui, le Hayan, on est un tout petit peu à l'extérieur de Bordeaux, si je ne me trompe. Sur la question de l'inclusion, vous disiez tout à l'heure, on a une responsabilité vis-à-vis d'une communauté. Le public qui vient au stade, c'est un public c'est un brassage très, très vaste en fait. D'abord, de toute façon, le football lui-même est un sport qui se veut ouvert. Qui se veut ouvert. Et nous, notre grande responsabilité, là, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination et surtout pour lutter contre l'égalité des chances. Et donc là, on fait 3 choses principalement. Nous, en fait, la première priorité, on a créé un petit livret qui s'appelle Stop aux discriminations et dans lequel on décrit dans les phrases du quotidien, contre l'homophobie, dans les gestes d'antisémitisme, de racisme, même de grossophobie. En fait, dans ce petit livret, on vient dans les écoles et les lycées expliquer avec nos joueurs et nos joueuses, finalement, ces phrases banales du quotidien qui touchent, qui blessent, et surtout qui sont punies par la loi. Et en fait, ça permet d'éveiller les consciences du côté agresseur comme du côté des victimes. Et ça, on fait beaucoup d'éducatifs. Donc, c'est des projets éducatifs qu'on vient porter. Et puis, à côté de ça, on vient aussi faire de la sensibilisation. Nous, on a une association de foot fauteuil, donc on essaye pareil de lutter contre les préjugés sur le handicap. Et puis par exemple, on a aussi un travail avec Trisomie 21, qui est une association qu'on aide à trouver finalement une place dans l'emploi pour ces personnes. On est en pleine Coupe du Monde de football. Vous parliez de vos actions pour lutter contre l'homophobie. C'est vrai qu'on a vu que la FIFA était très très freinée des cas de fer pour qu'il y ait... Alors, elle dit que c'est de la politique, bon, why not, mais comment vous réagissez à ça? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce n'est pas aux sportifs de porter la responsabilité des choix qui ont été faits par les politiques il y a 15 ans, mais il y a quand même aussi des messages importants à faire passer. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. De toute façon, il y a 2 sujets. Alors d'abord, il y a un sujet de parité dans ce qu'on porte aussi. On parlait d'inclusion, mais il y a aussi la parité. Nous, c'est pour ça qu'on porte beaucoup notre équipe féminine, dont on est très fiers. Et d'ailleurs, même ce qu'on fait nous au stade, c'est qu'on promeut, on remet un trophée nous aux entreprises qui sont créées par des femmes dans la région. En fait, on fait beaucoup de promotion de ça. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'on doit continuer dans le football. Et puis, comme vous le dites là sur le sujet de la Coupe du Monde, moi je trouve que le vrai sujet maintenant, c'est qu'on ne pourra plus faire l'économie de la réflexion au moment de la désignation éventuellement d'un tel événement, du souci environnemental. Est-ce que c'est le sport d'avant? On y vient à l'environnement. Est-ce que ce qui se fait là, finalement, c'est des décisions qui ont été prises il y a 15 ans où on n'avait pas ces enjeux environnementaux en tête? Je pense qu'on ne peut plus faire l'économie de ce calcul-là au début. Mais alors vous, à la dimension d'un club comme les Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que vous faites en matière pour baisser votre bilan carbone, tout simplement? Oui, on fait partie des rares clubs d'ailleurs qui avons fait notre bilan carbone 2021 pour avoir au moins une photographie de part. Et puis de toute façon, dans le volet citoyenneté qu'on défend dans le programme, on fait finalement beaucoup d'actions de nettoyage, en fait, avec une association qui s'appelle The Sea Cleaners. Et donc nous, comme on a beaucoup de bras au club, de jeunes, entre les U8 et les U19, puis notre équipe réserve et même les pros, on arrive finalement à montrer, à sensibiliser que ce soit dans la ville comme sur les plages, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Et puis, d'une façon générale, nous, cette photographie carbone, elle va nous permettre de travailler sur la culture de l'effort. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un club de football? C'est finalement beaucoup de sport et de muscles et de travail physique. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est capable de faire baisser les choses chaque année. On n'aura pas beaucoup d'impact carbone de cette économie-là du club, mais l'attitude de faire l'effort correspond à l'exemplarité qu'on va rechercher demain. Sur les déplacements, il y a eu des polémiques, notamment pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un axe d'amélioration? Oui, les déplacements, en fait, nous, on est tombé dans une séquence un peu heureuse où on avait fait un déplacement à Paris en train, au moment où, effectivement, il y a cette sortie un peu malheureuse du PSG. Mais je pense que, voilà, on fait pas exception, mais on est très sensible au sujet parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la réalité, d'ailleurs, est un peu masquée. Ce qui pèse beaucoup dans le bilan carbone des clubs, c'est surtout la venue des spectateurs en voiture. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est là-dessus... C'est la même chose pour les événements culturels, d'ailleurs, pour les festivals, etc. Donc, vous faites quoi? Là, nous, on fait
finalement, on multiplie les opérations de promotion, on va dire, de tous les transports qui permettent de réduire ce bilan carbone. Donc c'est la promotion du covoiturage, de tous les transports évidemment verts et tout ce qui est le plus décarboné possible. Et puis on participe beaucoup avec la préfecture à simplifier l'accès au stade pour que même une venue à pied soit valorisée. Ouais, stade qui est magnifique, c'est vraiment un très beau stade. Il est bien desservi, c'est-à-dire il a été construit un peu à l'extérieur de la ville. Il est suffisamment bien desservi, c'est quand même un petit... Alors il est très bien, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la métropole et notamment la société de transport, la régie Keolis. Et bon, il a été posé à un endroit qui n'est pas forcément un lieu où la population était très présente. Donc il y a un vrai sujet justement, mais là avec la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, il y a une vraie mobilisation autour de la façon dont on peut faciliter l'accès à ce stade. Merci beaucoup, merci Thomas Jacquemier. On se retrouve en Ligue 1 l'année prochaine, on vous le souhaite et on se le souhaite. On peut se souhaiter, merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, la mode responsable au programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Valentine Collomb, bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Redonner. Camille Gréco, bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice communication de Crushon et secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire. Allez, on présente vos entreprises et organismes respectifs pour démarrer. Redonner, c'est quoi Redonner ? Redonner, alors c'est une solution digitale pour les marques et les enseignes de mode pour leur permettre de collecter et revaloriser tous les textiles usagés ou inutilisés de leurs clients. Donc l'idée et l'objectif au travers de cette solution, c'est de faire en sorte que le recyclage textile devienne un réflexe pour tous. Donc ça veut dire que vos clients, ce sont des marques, c'est ça ? Exactement. Nos clients, ce sont les marques. Et l'idée, c'est qu'au travers des partenariats et de cette solution qu'on installe sur le site de ces marques, on encourage les citoyens et les clients de ces marques à faire don de leurs vêtements qui dorment dans leur placard, soit qui sont usagés ou inutilisés, et surtout que ça ne termine pas à la poubelle. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est parfois le premier réflexe. Ouais. Quand on se dit, bon, de toute façon, c'est trop usé, j'en fais rien. Alors, je prends toujours l'exemple de la chaussette trouée ou qui sort seule de votre machine à laver. Effectivement, on ne sait jamais quoi en faire de cette chaussette ou alors du t-shirt qui a peu de valeur. Revendre ça à 1 € sur Vinted, finalement, ça a assez peu d'intérêt. Donc, effectivement, les gens ne savent pas quoi en faire. Et donc, l'idée, c'est justement de les accompagner et de leur expliquer que ça ne doit pas finir dans une poubelle. Crushon, Camille Gréco, c'est quoi ? C'est de la mode vintage ? Exactement. Crushon, c'est la marketplace omnicanal de la mode circulaire. C'est-à-dire qu'on connecte des friperies professionnelles, plus de 2000 qui sont partout en Europe, avec des grands retailers comme Galeries Lafayette, Citadium, pour leur donner des opportunités de vente et démocratiser le vintage pour tous. Mais la friperie, ça existe depuis toujours, la friperie. Donc c'est ces magasins qu'on croise dans nos villes à qui vous donnez un nouveau débouché en quelque sorte, c'est ça l'idée ? Le but, c'est vraiment de pouvoir donner plus de visibilité à des vêtements vintage de qualité. Et donc, en donnant de la visibilité en ligne et en physique à des friperies professionnelles, c'est vraiment pouvoir donner aux consommateurs l'accès à des vêtements de qualité et leur donner une seconde vie. Et donc vous êtes, je l'ai dit en vous présentant, secrétaire général de cette fédération de la mode circulaire. Vous publiez ce programme commun de la mode circulaire. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, en fait, l'objectif de la Fédération de la mode circulaire, on l'a créé avec Crushon et d'autres entreprises engagées comme Redonner. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les entreprises dans la mode circulaire qui touchent de près ou de loin à cette manière de produire. Aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents, dont Redonner. Le but, c'est vraiment d'avoir un panel d'adhérents très large qui vont sur l'ensemble du cycle de vie du vêtement. Donc, de la production, comme le slip français, Kering, jusqu'à la partie recyclage, comme Redonner, Filtex, en passant par les grands retailers, Galeries Lafayette, Printemps. Et donc, ce programme commun pour la mode circulaire, on a rassemblé tous ces adhérents autour d'une table. Et le but, c'était de définir quelles sont les problématiques aujourd'hui pour avoir une mode vraiment circulaire et sortir de ce processus de production trop linéaire aujourd'hui, trop polluant. Et voilà, et offrir une seconde vie aux pièces. Oui, Valentine Collomb, on peut peut-être rappeler les grands principes, parce que bon, je l'ai dit en titre, mais on essaye, il n'y a pas seulement la mode, mais de sortir du modèle produire, consommer, jeter, c'est ça, là, cette idée de circularité. Mais on fait comme si tout le monde le savait, mais c'est pas mal de le rappeler aussi de temps en temps. Il y a 15 propositions majeures, je crois, dans ce programme commun. Comment on peut finalement promouvoir ce nouveau modèle ? Moi, je crois que c'est ensemble déjà qu'il faut le faire, parce qu'effectivement, une mode circulaire, ça fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et c'est ce que tu disais, Camille. Donc, je pense que, et c'est cette démarche que je trouve extrêmement intéressante, c'est de réunir tous ces acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble. Parce que
la mode circulaire, c'est un vaste sujet et un sujet complexe. Parce que ça commence à la production et la conception des produits. Donc là, on va commencer par de l'éco-conception. Ensuite, ça va passer par comment est-ce qu'on vit avec ces produits. Donc là, on va travailler sur comment est-ce qu'on va allonger la durée de vie des produits. Et ça, c'est typiquement, effectivement, le rôle de la seconde main aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait et tout le travail qu'on va faire autour de la réparation pour que ça dure plus longtemps. Et ensuite, il y a le dernier pilier, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, si c'est pour que ça termine à la poubelle, toute la partie qu'on aura fait en amont sera malheureusement pour rien. Parce que voilà, Donc c'est de travailler et de réunir tous ces acteurs-là et de soulever quelles sont toutes nos problématiques qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous freine à avoir une approche plus circulaire aujourd'hui. Et typiquement, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les marques de mode, qui existent depuis longtemps, effectivement, c'est de se dire comment est-ce que je transforme mon modèle. Bien sûr, c'est plus facile quand on crée une start-up, plus difficile quand on existe depuis un siècle, évidemment. Donc en fait, on a chacun nos problématiques aujourd'hui. Nous, sur Redonner, la problématique, la première à laquelle on a fait ça, c'est que c'est des marques qui n'étaient pas complètement matures sur ce sujet, sur la fin de vie des textiles. Petit à petit, on y vient. C'est pareil, les consommateurs aujourd'hui, ils n'ont pas le réflexe de se déplacer dans des points d'apport volontaires pour déposer le vêtement. Donc c'est tous ces freins, etc., qu'on discute ensemble. Ouais. On va parler de l'éco-conception dans un instant, mais sur cette question de la fin de vie du textile, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais on voit qu'il y a des pays d'Afrique, notamment le Ghana, qui se retrouvent souvent à être un peu la poubelle de nos vêtements, et qui l'acceptent de moins en moins. C'est quoi la tendance ? Est-ce que là aussi le secteur s'empare de ça pour stopper d'exporter notre pollution, Bien sûr, ça fait partie des mesures, notamment étendre le principe de la REP à l'échelle de l'Union européenne. Donc la REP, on rappelle, c'est la responsabilité élargie du producteur. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est d'harmoniser aussi tout le cadre légal qui se met en place, pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle déjà de l'Union européenne. Et évidemment, in fine, à l'échelle globale. Ça prendra du temps, ça ? Ça va prendre du temps, évidemment, et l'exportation est un gros sujet, et en fait partie. Aujourd'hui, la France suit une réglementation qui est assez stricte, mais tout le monde ne suit pas la même. Donc elle est là, la problématique aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut qu'effectivement tous les pays s'alignent sur la même réglementation pour qu'on ne se termine pas avec effectivement des balles qui viennent des États-Unis, de Chine ou d'autres pays, et qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins locaux. Évidemment. Avec Crushon, vous faites évidemment des économies d'eau, des économies de CO2, c'est le principe même du modèle. Mais quand on parle d'éco-conception d'un vêtement, c'est quoi le principe ? C'est la base en fait, c'est-à-dire qu'on peut redonner une seconde vie aux vêtements, mais s'ils ne sont pas de bonne qualité à la base, on ne pourra pas leur offrir une deuxième, une troisième ou une quatrième vie. Donc l'éco-conception, c'est la base de toute économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est vraiment pas arrêter de produire, c'est vraiment de produire mieux pour ensuite pouvoir consommer moins, parce qu'on aura des vêtements de plus grande qualité. Mais alors, si on rentre, pardon de vous interrompre, si on rentre vraiment dans le détail, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de coton bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des labels qui sont suffisamment exigeants ? C'est hyper compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un gros sujet qui s'appelle l'affichage environnemental, qui est en train d'être travaillé à l'échelle européenne et à l'échelle française, où le but, ça va être de donner un score aux vêtements qui sont bien produits. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels critères prendre. Et c'est un gros travail qu'on porte avec la Fédération de la mode circulaire. C'est en négociation aujourd'hui ? Le but, c'est de savoir quels critères. Est-ce qu'on prend la circularité ? Est-ce qu'on prend le coton, l'utilisation du coton, de la matière ? Enfin, savoir exactement qu'est-ce qui va rentrer dans les critères pour bien noter un vêtement ou mal le noter. Ça peut être aussi écologique, mais c'est aussi social, qui travaille derrière le système de production qui est mis en avant par une marque. Enfin, il y a beaucoup de critères parce que les chaînes de production de textiles sont hyper grandes. Oui, on a des labels, mais ça reste parfois opaque, un peu trop. Et l'important, c'est de rendre tout ça transparent. Mais à côté de ça, à côté de la démarche qui est la vôtre, je rappelle, il y a une fédération de la mode circulaire, on voit émerger des marques de mode jetable, quoi. C'est vraiment le mot à employer, de fast fashion. Je ne vais pas encore les citer, notamment une marque chinoise qui cartonne auprès des ados. Donc il y a là une contradiction, on en a tous des contradictions, quelles que soient les générations, mais d'une génération qui est quand même portée vers l'écologie et puis qui, parce que c'est moins cher, consomme des vêtements qui sont vraiment... Je ne sais pas, dans quelles conditions sont-ils produits, à quel point sont-ils non recyclables. Enfin, vous voyez ces questions, on est dans l'absurdité d'un système. Mais d'où le rôle de la réglementation aussi, à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, on peut, nous, en tant qu'acteurs, essayer de sensibiliser et faire tout le travail qu'on fait aujourd'hui, mais effectivement, le cadre légal autour de ça, il est à un moment donné... Mais ça vous désespère pas un peu, pardon de vous interrompre,
de voir ces marques-là rafler en quelques mois le marché des ados, par exemple. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Bon, à un moment donné, effectivement, ça existe. Il faut le prendre en compte. Donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt réfléchir avec, plutôt que de se dire, à un moment donné, on va laisser la loi. Il est là, en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer. Donc, notamment sur toute la partie recyclage, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est effectivement, on est en capacité de recycler le 100% matière, donc du 100% coton, etc. Dès qu'on rentre dans des produits qui font intervenir beaucoup de composants, évidemment, c'est plus compliqué à recycler. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme travail à faire en termes d'innovation sur ce sujet recyclage, et c'est ce qui va être fait dans les années à venir. Il y a un gros budget qui va être dégagé sur ce sujet-là, parce que effectivement, vous le dites, ça va continuer d'exister. Il va falloir qu'on apprenne à essayer tant bien que mal de recycler aussi des vêtements qui ne sont pas forcément éco-conçus parce que ça ne va pas s'arrêter demain. Donc il nous faut une solution aussi pour ces vêtements-là et c'est aussi pour ça que la filière se mobilise autour de ce sujet. Ouais. Camille Gréco, il y a une question de pédagogie peut-être aussi. On va tirer les mots de la bouche, il faut sensibiliser le consommateur aussi. Et dans le programme commun pour la mode circulaire, on prône une mesure qui souhaite sensibiliser les collèges et les lycées, donc dès le plus jeune âge, arriver à aller voir les futurs consommateurs et leur dire voilà, c'est pas possible aujourd'hui de consommer de la mode jetable pour telle et telle raison. Oui, mais il y a la question du prix. Ouais. Complètement. On y revient, quoi. Complètement. Et il faut rendre la mode durable accessible. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Crushon. C'est que le vintage, c'est une alternative aussi en termes de prix pour parler à ces jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément le budget. Est-ce qu'il y a, on a bien compris que dans le principe de redonner, c'était de travailler avec les marques. Donc vous avez beaucoup de marques partenaires. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que là, il y a un mouvement qui est quand même une sorte de mouvement de fond qui emporte un peu tout le secteur? Alors aujourd'hui, le time to market pour nous est quand même plus propice qu'il y a 2 ans quand on est arrivé sur le marché, disons-le, parce qu'il y a une pression légale et sociale qui est en train de se faire sur ces marques. Honnêtement, si les marques aujourd'hui, elles veulent continuer, pour la plupart d'entre elles, à vendre et à acquérir de nouveaux clients, il faut qu'elles se mettent dans une démarche d'économie circulaire. On le sait, dans 10 ans, ça devient un sujet fondamental. Donc aujourd'hui, on sent qu'elles tendent toutes vers ça. Après, encore une fois, la mode circulaire est un sujet complexe pour elles et il y a plusieurs façons de l'aborder et il y a plusieurs projets là-dedans. Et ça commence par l'éco-conception qui est le cœur de métier d'une marque. Donc son sujet numéro 1, c'est d'abord la production et les produits qu'elle conçoit. Donc voilà, nous, quelque part, on arrive un peu après en termes de priorité. Donc effectivement, il y a 2 ans, clairement, ce n'était pas la priorité puisqu'il y a eu le Covid. Maintenant, ça y est, on y vient. Elles ont enclenché déjà l'éco-conception, donc maintenant il faut qu'elles continuent à travailler pour étendre les collections aussi. Mais maintenant, elles commencent à s'intéresser à ce qui se passe après. Donc comment est-ce qu'on offre une nouvelle vie, comment est-ce qu'on allonge la durée de vie de ces produits. Donc aujourd'hui, oui, c'est un sujet d'actualité et assez prioritaire pour elles. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous présenter vos entreprises et donc ce programme commun pour la mode circulaire que je remonte évidemment. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas. Smart Ideas, avec notre invitée qui est avec nous en duplex, en visioconférence, Sabine Meneux. Bonjour, vous êtes directrice générale de ClickDive, entreprise créée en 2016. C'est quoi ClickDive ? Bonjour déjà. Donc ClickDive, c'est une entreprise qui est d'abord sur la réduction du plastique et depuis quelques mois, on est officiellement un bureau d'études en environnement marin et en économie circulaire où on va accompagner les gestionnaires de ports et les collectivités sur une meilleure gestion des déchets de la pêche en fin de vie et notamment les filets de pêche. Donc ça, c'est quoi? C'est le projet Glokis, c'est ça? Alors effectivement, c'est le projet Glokis qui a pris toute son ampleur parce qu'on est en train de créer une filière opérationnelle sur la région Occitanie avec notre partenaire recycleur Filefab, notre entreprise qui est capable de régénérer les filets en granulés. Et effectivement, on travaille directement avec les pêcheurs pour identifier le volume et ensuite proposer la meilleure filière qui correspond à la collectivité, au territoire et évidemment aux pêcheurs. Alors on parlera du reste de vos activités, mais je reste sur cet aspect. Ça veut dire quoi? Vous en êtes à quel stade? On est encore dans de la recherche et développement? Vous êtes déjà opérationnel? Alors on est en plein développement, on a déjà fait toute la phase de recherche et de développement avec mon partenaire recycleur.
Donc ça fait 6 ans que moi je travaille sur cette problématique et aussi. Et donc depuis 2 ans, on travaille avec la région Occitanie. Donc on a fait des entretiens avec les pêcheurs, on a fait des estimations de volume. On va installer les bacs à la rentrée de 2023, donc dans un mois. Et derrière, mes partenaires, eux, ont déjà des solutions concrètes. Je vous ai ramené quelques exemples. Par exemple, Armorlux qui a fait des lunettes de soleil en filet de pêche, ou Tae qui a fait des ailerons de surf. Donc on est donc il y a déjà sur du concret. oui, il y a déjà les débouchés commerciaux en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ils commercialisent déjà depuis 1 an et demi nos clients. Technologiquement, c'est compliqué de transformer un filet de pêche en paire de lunettes? Alors sur la première partie, oui, parce qu'effectivement les filets sont pleins de sel et de matière organique et il y a aussi énormément de plastique dans les filets. Donc on a un travail avec des personnes en insertion où on va préparer la matière, on va retirer tous les plastiques visibles, toute la matière organique visible, et après sur le traitement, donc ça c'est Filet Fab qui le fait, ils ont 2 machines qui permettent de transformer les filets en granulés sans faire de lavage. Donc ça a été pour eux 4 ans de développement industriel pour trouver la bonne solution, pour qu'on ait un impact positif en termes de recyclage. Il y a d'autres débouchés potentiels, d'autres produits comme ça de notre quotidien qui pourraient être issus de ces filets de pêche? Oui, tout est possible. La seule limite, c'est la créativité et l'envie des clients. Donc il y a aussi Ulysse Nardin qui a fait des montres qui est sponsor du Vendée Globe et qui a développé une montre en filet de pêche. Mais vous voyez, on a des montures de lunettes, des ailerons de surf. Il y a aussi une marque qui a fait des manches de couteau. Donc finalement, c'est un plastique, quand il est bien traité, il est souple, il résiste aux UV et il peut être encore réutilisé. Alors j'ai vu que vous avez aussi une application participative, c'est ça qui s'appelle Ocean Data. C'est quoi? Ça marche comment? Alors Ocean Data, c'est d'engager tout le monde, que ce soit les pêcheurs et les plaisanciers, les plongeurs et les apnéistes, tous ceux qui observent le monde marin, pour noter leurs observations et devenir un sentinelle de la mer. Donc il y a la faune, la flore, le patrimoine, si on va plonger sur des épaves, si on veut noter un peu les évolutions, et aussi les zones de pollution, parce que comme on travaille avec de nombreux partenaires qui font aussi de la dépollution en profondeur ou en surface, comme une société IADIS qui a conçu un robot flottant, on peut partager la donnée avec eux pour agir rapidement sur le terrain. Donc là, on est presque dans un engagement associatif de l'entreprise, c'est ça? C'est l'engagement associatif, c'est l'engagement surtout collaboratif avec les différents partenaires, c'est de valoriser l'ensemble de l'écosystème avec lequel on travaille au quotidien. Et puis c'est aussi engager de montrer que tout le monde peut être un acteur et un observateur de ce qui se passe et des évolutions, surtout ces derniers mois avec le dérèglement climatique, où on a vu des changements au niveau des températures de l'eau et donc forcément sur l'impact marine et aussi la disparition des gorgones. Un dernier mot très rapide, j'ai vu que il y avait le savon des plongeurs, ça m'a intrigué, ça c'est quoi le savon des plongeurs? C'était la base de ClickDive, c'était de sensibiliser les plongeurs et les clubs de plongée, mais aussi le grand public sur l'impact de la pollution plastique et donc de proposer des emballages et des produits justement sans plastique pour réduire cette pollution qui est malheureusement tragique sur la mer Méditerranée et sur le reste. Et du coup, ça a été le premier lancement de l'entreprise en 2016. Merci beaucoup Sabine Meneux et bon vent à ClickDive. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Lily Zalkind, Xavier Sanchez, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Belle journée à toutes et à tous sur Bismart.